Merci beaucoup, Martha. Je voudrais, avant de commencer, je ne veux pas m'excuser, mais je veux dire aux étudiants combien je suis d'abord content de les avoir rencontrés ces 2 jours. Et oui, leur dire un petit peu, pardonnez-moi, on a passé une après-midi très éprouvante déjà, à voir un film sur la guerre, sur Alep en Syrie. Et je vais continuer ce soir sur la guerre. Donc pardonnez-moi, chers étudiants, mais en même temps, c'est voilà, c'est la question que j'essaye de poser. Voilà. Donc, un document, c'est objectif, entre guillemets. Par exemple, une photographie. Encore que, hein, bah, c'est compliqué. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'un sentiment, c'est subjectif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document sentiment? Ce que je vous montre là, et je vous préviens, je vais vous montrer très peu d'images ce soir. Il y aura pas d'images parce que je vais parler de littérature en fait. Ce que vous voyez là, c'est un document de l'armée allemande. Ça doit être 1916 ou 1917. Ce sont les prémices de la guerre aérienne qui a, comme on le disait d'ailleurs cet après-midi en discutant avec les étudiants, qui a transformé complètement ce que c'est que la pratique de la guerre, hein, à partir du moment où on bombarde tout le monde depuis le ciel. Ça change tout, en particulier, on tue beaucoup plus de civils qu'avant. Et donc ce que vous croyez être des petits nuages, là, en fait, des explosions liées à la guerre aérienne. Ce document, pris par l'armée allemande, fait partie d'une documentation, donc d'un ensemble documentaire énorme, qui a été en grande partie détruit. Il reste seulement 3000 images à peu près, réunies par le grand historien de l'art Aby Warburg au début de la guerre de 14. Il a en quelque sorte suspendu tout son travail, plus ou moins suspendu son travail sur la Renaissance allemande et italienne, et il a compulsivement réuni une documentation photographique sur la guerre en cours. On voit des choses comme ça. Il achetait les photographies à différents services de l'armée ou d'autres sources. Voilà. Et à la fin de la guerre, le jour même où la guerre a cessé, le 11 novembre 1918, il est devenu fou. C'est-à-dire que son activité de document est devenue un pathos, une souffrance subjective. Document, sentiment. Document, folie. Au même moment, un auteur beaucoup moins sensible, d'une certaine façon, beaucoup moins fragile en tout cas. Je ne dirais pas qu'il n'était pas sensible. Il était sensible, mais il n'était pas fragile. C'est Ernst Junger. Ernst Junger, qui a été un héros dans l'armée allemande de la guerre de 14-18. Il était un des plus jeunes officiers. C'était le plus jeune qui a eu décroché la plus grosse décoration de l'époque, etc. Bon, bref, un héros de la guerre a écrit un livre extraordinaire qui a eu 2 titres différents, mais bon, c'est la même chose. Le combat comme expérience intérieure. Ou l'autre titre, c'est la guerre comme expérience intérieure. Junger était quelqu'un aussi qui, de la même façon que Warburg a collectionné toute une documentation photographique, par exemple, cette image qui est reproduite dans un de ses livres, parce qu'il a fait, comme Warburg, il a fait des sortes d'atlas photographiques. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'avancée de fantassins avec des bombes au gaz et qui sont donc avec le vent qui vont vers l'ennemi. La guerre comme expérience intérieure.
Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un petit bout d'une espèce de réflexion. Je me suis demandé, oh là 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 là, Junger, j'ai lu Junger avec effroi. Euh, j'ai essayé d'analyser son livre et j'ai bien vu qu'il y avait une réponse à chercher à cette sorte d'expérience intérieure dont parle Junger, mais je ne vais pas vous en parler ce soir, je préfère parler de l'autre côté. Et pour contredire Junger, en quelque sorte, son côté viril, il considère la guerre comme une sorte de chasse, c'est aristocratique, son désir sexuel est décuplé par la guerre, enfin, l'acier, enfin, tout ça, il adore ça, enfin, c'est... Pour moi, je suis effrayé à la lecture de ce livre, qui est magnifique par ailleurs, mais cette notion d'expérience intérieure a été en quelque sorte contredite, au moins par deux auteurs. L'un, c'est Walter Benjamin, qui a écrit sur les répercussions subjectives de la guerre de 14, dans un texte, par exemple, le texte qui s'appelle Expérience et pauvreté, et également, plus tard, par un auteur français très important, Georges Bataille, qui a écrit ce livre, L'expérience intérieure, en pleine guerre, en 1943, et qui n'a évidemment rien à voir avec le pathos, le genre d'émotion qui se déploie dans le livre de Junger. On pourrait dire... j'ajoute encore un troisième auteur, qui était un auteur absolument politique, qui s'appelait Ernst Friedrich, en Allemagne, qui était aussi l'antithèse absolue de Junger, dont Bertolt Brecht a dit qu'il avait écrit le livre le plus important sur la guerre de 14, qui était pas, en fait, qu'il ne l'a pas écrit, il a juste fait un montage de photographies. Ça s'appelle Guerre à la guerre, Krieg dem Krieg, et dans laquelle, livre dans lequel il y a une quantité insoutenable de documents photographiques objectifs donc sur la guerre de ce type-là. Voilà. Je dirais donc que à chacun son expérience intérieure. Et ce que je voudrais introduire ce soir, à part le fait qu'une expérience intérieure, c'est une expérience solitaire, solidaire, ou les deux en même temps, je dirais à chacune son expérience intérieure. Je vais vous parler des femmes en temps de guerre. Les femmes font la guerre, les femmes fuient la guerre, les femmes subissent la guerre et les femmes agissent dans la guerre à leur façon et chaque fois singulièrement. Il y a beaucoup d'études historiques, enfin un peu plus qu'avant en tout cas, sur ce sujet. Il y a même une encyclopédie. Dans les deux guerres mondiales, on a vu l'historiographie s'enrichir de nombreux documents sur cette question qui fait donc contraste avec le virilisme exacerbé de Ernst Junger, pour qui la guerre était intérieure, élémentaire, mâle, universelle, etc., etc. Bon, vous avez par exemple, concernant la guerre de 14-18, un très très beau recueil dû à Clémentine Vidal-Naquet, qui a recueilli toutes les correspondances que les femmes envoyaient à leur mari sur le front. Et on voit, enfin, c'est extrêmement intéressant parce qu'elles communiquent en quelque sorte par lettres intimes leur expérience intérieure. Je vais parler de la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel le contexte soviétique est exemplaire. Pourquoi ? Parce que c'est la seule armée, l'armée rouge, qui a engagé des femmes. Plus d'1 million de femmes ont servi dans l'armée rouge entre 1941 et 1945. C'est considérable. Et il y a un grand livre qui est en anglais de Anna Krylova,
qui s'appelle Soviet Women in Combat, où vous apprenez des tas de choses sur le fait, par exemple, que l'Union soviétique était le seul pays à former spécifiquement des femmes au combat, pas seulement dans les domaines de la transmission ou du secours médical, mais aussi dans des domaines, l'aviation, l'infanterie, enfin, voilà. Il y a quelques figures de femmes héroïques qui sont demeurées toujours aujourd'hui dans la mémoire russe. Par exemple, Nina Onilova, qui était une ancienne ouvrière dans une usine textile, qui servait dans un poste de mitrailleuse. Elle avait une mitrailleuse et elle était célèbre parce qu'elle avait une méthode à elle qui consistait à laisser avancer l'ennemi le plus près possible pour en tuer le plus grand nombre. Donc elle prenait beaucoup de risques. Il y a aussi dans la mémoire russe quelque chose dont parlent encore les manuels scolaires en Russie aujourd'hui, Zoya Kosmodemianskaya, qui était une partisane que les Allemands ont capturée, torturée. Ils n'ont rien obtenu d'elle et ils ont fini par la pendre et en ordonnant que son corps gelé reste dans la neige sans sépulture. Cela dit, l'historiographie d'après-guerre, surtout dans le contexte stalinien, laissait peu de chance pour que s'expriment les expériences intérieures des femmes pendant la guerre. Voilà, je vais m'arrêter sur cette photo, vous n'en verrez pas d'autres. Et je vais parler de littérature maintenant. Je vais parler de l'immense travail de Svetlana Alexievitch, qui a été en fait, ce travail a commencé par la recherche par cette femme écrivain d'expériences à travers des témoignages réminiscents de voix singulières et qui ont été réunis dans ce qui est son premier grand livre, son premier livre, intitulé « La guerre n'a pas un visage de femme ». Je vais vous parler de ce livre. C'est une œuvre majeure, à mon avis, dans ce genre littéraire que je pourrais appeler une poétique documentaire. La poétique documentaire existe depuis un certain temps. Elle a ses lettres de noblesse chez des auteurs qui sont en général tous des auteurs de gauche, Alfred Döblin, Bertolt Brecht, en théâtre, Erwin Piscator, au cinéma, Dziga Vertov, Eisenstein, dans le sens où Eisenstein mélangeait il mettait des plans documentaires dans ses propres films de fiction. Et puis, de façon sur le plan littéraire, en Russie, Vassili Grossman, qui a joué un rôle absolument crucial dans cette poétique, même si les livres de Vassili Grossman n'ont été publiés que beaucoup plus tard, c'est-à-dire au cours des années 1980 seulement. C'est des livres écrits dans les années 30 et 40, mais voilà, et qui vont du témoignage, du recueil de témoignages sur les crimes de guerre nazis, le fameux livre noir qui a été dirigé par Grossman et avec Ilya Ehrenburg, dont Staline a interdit la publication, jusqu'à ce chef-d'œuvre romanesque qu'est Vie et destin, en passant par les carnets de guerre. L'année où est parue La guerre n'a pas un visage de femme de Alexievitch, c'est 1985. Donc vous voyez, c'est 40 ans après la fin de la guerre. C'est la même année où est sorti le film Shoah de Claude Lanzmann en Occident. Ce sont des moments qui sont très distants, mais qui sont concomitants et qui relèvent de l'émergence de ce que l'historienne Annette Viviorka a appelé l'ère du témoin. Il s'agit du témoignage. Et le livre de Alexievitch tire toute sa force du fait qu'il ne se contente pas de transmettre des témoignages de guerre, déjà traumatisants en eux-mêmes. Et je m'excuse aussi par avance envers le public, là, parce que je vais vous faire des citations qui sont très dures. Mais ce qui est absolument admirable, c'est que c'est un livre qui écoute, qui regarde les femmes parler. Ce n'est pas un livre qui écoute ce que disent les femmes, c'est un livre qui écoute comment disent les femmes. C'est pas pareil. Même quand ce qu'elle dit
même quand ce qu'elles disent paraît hors sujet, même quand elles se taisent. Il écoute ce livre, il regarde des phrasés autant que des phrases. Il écoute des émotions, il écoute des silences. Il écoute comment l'oubli, puisque c'est 40 ans après, l'oubli craque. C'est vraiment, psychanalytiquement, c'est extraordinaire. Il écoute comment tout à coup quelque chose surgit d'une chape d'oubli. Il écoute les intervalles qui séparent les choses racontées. Il écoute le contre-coup des affects dans les failles du récit. Il habite cet espace vide et de la sorte, jamais ce livre ne laisse le témoin tout seul avec son témoignage. Dans un tribunal, on demande au témoin de témoigner et puis une fois qu'il a fini, on lui dit merci. Là, le témoin est constamment accompagné, ou la témoin, parce qu'en français c'est compliqué, il n'y a pas de féminin au mot témoin et pourtant il s'agit que des femmes témoins, et guette avec sollicitude le moment où quelque chose d'essentiel, de jamais dit, va pouvoir advenir dans le creux des faits racontés. Voilà par exemple un extrait de ce qui se passe entre donc Alexievitch et Nina Yakovlevna Vishnevskaya. Elle a été pendant la guerre adjudant-chef brancardière d'un bataillon de chars d'assaut. Alors Svetlana Alexievitch vient l'écouter. Elle arrive avec un gros magnétophone, elle a des milliers elle a des centaines d'heures d'enregistrement. Elle arrive, elle branche son magnétophone et la femme commence, elle lui dit « Je ne sais pas par où commencer. Il faut que je réfléchisse. Tu me demandes de parler de mon âme, alors que je suis habitué à parler de la guerre. Bon, je vais te raconter comment c'était. Je vais te raconter de femme à femme, comme à une amie. Écoute, Shura Kisseleva, c'était la plus jolie d'entre nous. C'était une vraie actrice de cinéma. Elle a brûlé vive. Elle avait planqué des blessés graves au milieu des meules de paille. Quand le mitraillage a commencé, les meules ont pris feu. Shura aurait pu se sauver. Mais alors, il aurait fallu qu'elle abandonne les blessés. Aucun d'entre eux ne pouvait bouger. Alors, les blessés ont brûlé et Shura a brûlé avec eux. Et là, fermez les guillemets, là, Alexievitch a cité cette femme et elle reprend le récit et elle dit « Soudain, elle se met à me réciter des poèmes. Elle m'avoue les avoir écrits au front. Elle est loin d'être la seule. Ce sont des poèmes certes maladroits, mais touchants, emplis d'un sentiment sincère que je finis par considérer, donc l'autrice, Alexievitch, après tant de contacts et de rencontres, comme de véritables documents. Et à travers ces documents-sentiments, je puis entendre cette époque-là. » Donc, document-sentiment, c'est une expression d'Alexievitch elle-même. C'est une quête de documents-sentiments. C'est ça le projet littéraire d'Alexievitch. Mais il faut pour cela susciter des moments dans la parole du témoignage, et cela n'a rien d'aisé. Elle dit, Alexievitch, « J'ai été plus d'une fois confronté à la coexistence de vérités, de deux vérités différentes dans l'esprit de la même personne. Il y avait une vérité personnelle, refoulée dans les tréfonds de la conscience, et il y avait une vérité empruntée, ou plutôt contemporaine, imprégnée de l'esprit du temps et présent dans ses impératifs, dans ses exigences. » Et voilà, la première, la vérité personnelle, était rarement capable de résister à la pression de la seconde, mais voilà, il s'agit de faire craquer la seconde, de faire craquer la vérité empruntée, c'est-à-dire, je vais vous dire laquelle c'est. Ce livre est donc complètement aux prises avec un problème, et même, je dirais, combien ? 3 problèmes extrêmement complexes, 3 disjonctions, 3 situations dramatiques qui structurent tout le texte. D'abord, la première disjonction, c'est ce qui sépare l'expérience intérieure, justement, et le monde historique. D'un côté, le monde même
où Alexievitch elle-même a vécu, a grandi quand elle était petite, c'est un monde complètement occupé par la guerre. Elle écrit « Enfant, nous n'avions pas idée d'un monde sans guerre. Le monde de la guerre, c'était le seul connu de nous, et les gens de la guerre, les seuls qui nous fussent familiers. » D'un autre côté, la guerre, même après la guerre, était restée la demeure de nos âmes. Ça veut dire cachée dans l'âme, réduite au silence. C'était la première disjonction. La deuxième, c'est la disjonction entre l'expérience féminine et le récit masculin. Elle écrit « Tout ce que nous savons de la guerre nous a été conté par des hommes, alors que les femmes se réfugient dans le silence, à moins que, prenant la parole, elles ne se conforment à l'immuable modèle masculin. » Il reste donc encore une guerre que nous ne connaissons pas, écrit Alexievitch. Une guerre qui serait l'histoire féminine de la guerre, demeurée prisonnière des censures politiques, c'est-à-dire des interdictions de parler de certaines choses, vous allez voir, et des stéréotypes sociaux, c'est-à-dire au contraire des obligations de dire certaines choses et d'une certaine façon. La guerre féminine, écrit Alexievitch, la guerre féminine possède ses propres couleurs, ses propres odeurs, son propre éclairage, son propre espace de sentiment, ses propres mots, enfin. On n'y trouve ni héros, ni exploits incroyables, mais simplement des personnes absorbées par une inhumaine besogne humaine. Et partir à la recherche donc de ces documents sentiments, c'était aller à la rencontre, et elle a fait ça partout sur le très vaste territoire de l'URSS, de dizaines de femmes pour échanger avec elles des paroles capables de libérer avec les émotions quelque chose comme un savoir enfoui de la guerre que ensuite elle réécrit, remonte, enfin il y a tout un travail bien sûr. Elle écrit, Alexievitch, « Je reste longtemps dans la demeure inconnue, parfois une journée entière. Nous prenons le thé, nous comparons nos chemisiers achetés récemment, nous parlons coiffure, nous parlons recettes de cuisine, nous regardons ensemble les photographies des petits-enfants. Et alors seulement, au bout de quelque temps, on ne sait jamais à l'avance ni combien, ni pourquoi, survient soudain l'instant tant attendu où la personne s'éloigne du monde communément admis, qui est cette espèce de modèle de plâtre ou de béton armé, comme le sont nos monuments dans les villes, les monuments à la guerre, pour retourner vers soi. Et c'est ça les documents sentiments qu'elle recherche. Ils sont éprouvés par Alexievitch comme des documents vivants. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une après-vie, un Nachleben, comme on dit en allemand, une survivance littéraire. Elle écrit « Les documents sont des êtres vivants. Ils changent en même temps que nous. On peut en tirer sans fin quelque chose de nouveau. J'écris non pas une histoire de la guerre, mais une histoire des sentiments. » Troisième crispation ou troisième disjonction, c'est la disjonction très compliquée pour elle, en tout cas en 1985, puisqu'il y a eu ensuite une deuxième édition non expurgée, une édition après la chute de l'URSS, la disjonction entre le document vivant et le document publiable. Il y a vraiment des choses qui n'étaient pas possibles. Donc, dans la réédition de son livre en 2003, Alexievitch fait une longue préface très, très intéressante où elle raconte les relations obligatoires qu'elle a dû avoir avec la censure soviétique. Donc, elle va dans un bureau et puis elle discute avec un censeur où tout son recueil est qualifié d'histoire de bonne femme qui porte atteinte à l'image héroïque de l'armée rouge. Donc, dans cette préface, elle revient sur ce que la censure a supprimé, notamment tous les thèmes liés à l'intimité, tous les thèmes liés au désir
Et en particulier, quelque chose à quoi Georges Bataille, dans l'expérience intérieure, était très très sensible, hein, c'est la coexistence toujours terrible, hein, entre l'amour et la mort. Et on a vu ça cet après-midi dans le film Asama. Il y a une coexistence permanente qui est complètement essentielle. C'est très important de... voilà. Alors, elle cite un fonctionnaire. Vous ne montrez de la guerre que la fange, le linge sale. Avec vous, notre victoire devient horrible. Quel but vous poursuivez? Elle répond, ben, dire la vérité. Et vous pensez que la vérité, vous allez la trouver dans la vie, dans la rue, sous vos pieds? Pour vous, elle est aussi basse que ça? Nous n'avons pas besoin de votre petite histoire. Nous avons besoin de la grande histoire. C'est celle de la victoire. Vous n'aimez personne. Vous n'aimez pas nos grandes idées, les idées de Marx et de Lénine. Elle répond, oui, c'est vrai, j'aime pas les grandes idées. J'aime les petits, j'aime les humbles. Il est frappant que ce livre, quand même, paraît 40 ans après la victoire. Pourquoi si tard? Parce qu'après la victoire, écrit Alexievitch, qui cite une de ses interlocutrices, donc ce n'est pas elle qui parle, c'est une femme témoin, elle dit « Après la victoire, tout le monde s'est tu, tout le monde a recommencé à se taire et à trembler, comme avant la guerre. » Et Alexievitch se demande à elle-même « Et comment je vais raconter ça? Et si oui, comment je vais le raconter? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui est accessible aux paroles et à nos sentiments? » Alors je commence une description de ce livre, si vous permettez. Pourquoi la guerre n'a pas un visage de femme? Parce que, d'abord, la guerre n'a qu'un visage de haine et de mort. Mais les femmes sont confrontées et sont même impliquées là-dedans. Avant d'apprendre à tuer, écrit Alexievitch, il fallait à ces femmes également s'initier à un exercice inconnu qui était de produire de la haine. Les femmes engagées sur le front partent de chez elles en chantant dans des wagons fleuris. Et ce qu'elles découvrent tout d'un coup, et certaines avaient 16 ans, hein, c'est quelquefois des très jeunes femmes, c'était l'absence radicale de toute humanité. Je vous donne juste, pour vous situer un peu géographiquement les choses, vous avez en face les Allemands qui ne font aucun quartier. Ils sont, enfin, la Wehrmacht, elle avait pour consigne de pas de quartier, c'était terrifiant. Mais derrière elle, il y avait ce qu'on appelait les détachements de barrages. C'est le NKVD qui avait des tireurs qui tiraient sur tous les combattants tentés de battre en retraite. Pas facile, hein? Il fallait donc s'initier à l'inhumanité. Valentina Pavlovna, chef d'une pièce de DCA, elle dit « C'est un point difficile, tu sais, mais sans haine, on ne pouvait pas tirer. On est à la guerre, hein, on n'est pas à la chasse. La guerre commence par la haine. Je me rappelle les cours d'instruction politique et l'instructeur qui nous lisait l'article de Ilya Ehrenburg intitulé « Tue-le ». Partout où tu croises l'ennemi, tue-le. Un texte célèbre, tout le monde le lisait à l'époque, on l'apprenait par cœur. Une autre femme, Claudia Grigorievna Krokina, évoque une expérience à partir de laquelle une absence de toute pitié avait envahi son âme. Donc elle s'oblige à ne plus avoir de pitié, moyennant quoi cette jeune femme qui avait 21 ans, elle traverse la guerre et à la fin de la guerre, elle a les cheveux tout blancs. Alors que dans la guerre comme expérience intérieure, Ernst Junger parlait beaucoup de la guerre comme puissance virile, en quelque sorte régénérée par les orages d'acier de la bataille elle-même. Alexievitch, elle, retrouve dans les témoignages de ces femmes soldats une récurrence du feu qui détruit tout, et inversement, si vous voulez, le feu qui noircit tout, et les cheveux des jeunes femmes qui blanchissent.
Et on retrouve ce thème très souvent qui blanchit ou qui devient gris comme de la cendre. Il gelait, elle était toute blanche, ses cheveux étaient devenus gris. Une femme dit, seul le sang était d'une autre couleur. Une autre femme dit, alors j'ai compris que tout pouvait brûler, même le sang. Une autre dit, j'ai vu incendier un village, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas pleurer tout haut. Je me rappelle les hurlements, les meuglements des vaches, les cris des poules. Tout me semblait hurler d'une voix humaine, tout brûlait, tout hurlait. Et une autre dit, les gens m'ont raconté qu'avant que la fumée ne recouvre tout, elle se tenait, cette femme, toute droite, comme un cierge, une icône dans les mains. Et depuis que la guerre est finie, et ça c'est une phrase qui me reste complètement... voilà. Depuis que la guerre est finie, quand le soleil se couche, j'ai toujours l'impression que quelque chose brûle. Voilà, elle dit ça 40 ans après. On comprend alors que cette mémoire a laissé toutes les traces à l'intérieur. Elle n'a pas été monumentalisée, cette mémoire. Elle n'a pas été érigée. Elle n'a pas été encadrée sur le mur du salon comme on expose ses diplômes, ses décorations, les photos de groupe, les récits de bataille, tout ça. Non, c'est autre chose. Junger, quand on voit ce qu'il affectionnait comme photos de guerre, c'est toujours des photos prises de haut. Junger adore regarder les pauvres petits humains comme des insectes qu'on guide. Voilà. Là, c'est exactement bien sûr le contraire. Aucune de ces femmes ne voit quoi que ce soit en surplomb. C'est toujours à hauteur humaine. Exemple, j'ai recueilli un bout de tissu, elle m'a regardé et elle a dit, c'est la blouse de maman. Une autre dit, maman est restée avec la vache, alors qu'elle, elle part dans le maquis avec son frère, avec ses frères et son père. On a l'impression que le titre du livre, La guerre n'a pas un visage de femme, fait un peu mentir. C'est pas tout à fait vrai que la guerre n'a pas un visage de femme. On voit tellement de situations où surgissent les visages des femmes au milieu de la guerre. Il y a des visages de femmes partout, mais c'est des visages évidemment tragiques. Il y a une femme enceinte, c'est incroyable, elle prend tous les risques, elle part à l'attaque avec une batterie de mines accrochée autour du ventre. Il y a une femme qui accouche et qui utilise, elle n'a qu'une vieille carte politique du pays pour faire des couches au bébé. Il y en a une autre qui met au monde son enfant en silence. L'ennemi est toujours là, aux aguets, à côté, près du camp de Maquisard. Il y a une mère qui reste muette et inexpressive devant le corps brûlé, grièvement brûlé de son propre fils, parce que si elle avait reconnu son fils, c'était devant les Allemands, les Allemands auraient exécuté tout le village. Il y a une autre, une maman, qui se souvient, je marche avec mon fils dans la rue, celle-ci est jonchée de cadavres, je lui raconte l'histoire du petit chaperon rouge, et il y a des morts partout autour de nous. Et en fait, on a vu quelque chose de semblable cet après-midi dans le film Asama. Dévastation de la vie. Pourtant, il y a 1, 2, 100, 1000, 1001, malgré tout, j'appellerais ça possible. Il y a des choses improbables et impensables qui peuvent arriver. Il y a des paradoxes. Alexievitch est très sensible à ce paradoxe. Elle dit, à toutes ces femmes, je posais des questions sur la mort et elles me répondaient avec de la vie. Et mon livre, sans que je m'en rende compte, eh bien, est un livre sur la vie et non pas sur la guerre. C'est un livre sur le désir de vivre. Par exemple, Nina Yakovlevna Vishnevskaya. Elle dit, je me souviens d'une fois où l'on s'était trouvé encerclés. Nous étions tenaillés de tous les côtés. À un moment, il a fallu nous rendre à l'évidence, soit cette nuit-là, nous parvenions à percer, soit nous mourions. Et à vrai dire, cette dernière éventualité nous semblait la plus probable.
Je ne sais pas, dit-elle donc à Alexievitch, si je dois te raconter tout ça. Bon, je te le raconte. On s'est camouflé, nous voilà planqués là à attendre la nuit pour tenter de nous dégager. Le lieutenant Misha T, un jeune homme de 19 ans, pas plus, qui remplaçait le chef du bataillon blessé, me dit « Tu y as goûté, toi, au moins ?»« Goûter à quoi ?» Je dois dire que j'avais une faim terrible. Elle a de l'humour en plus. Alors le garçon a dit « Mais au plaisir !» La femme dit « Il se trouve qu'avant-guerre, il y avait des gâteaux qu'on appelait comme ça, des plaisirs. » Alors, elle n'a toujours pas compris, quoi. Non, jamais, j'ai jamais goûté au plaisir. Et le garçon dit, ben, moi non plus, je n'y ai pas goûté, tu vois, on va mourir sans savoir ce qu'est que l'amour, ce que c'est que l'amour. On va se faire descendre. Mais qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Et en fait, elle dit, j'avais fini par comprendre de quoi il parlait. On a l'impression que dans la guerre, toute vie féminine s'éclipse. Olga Yakovlevna Omelchenko, elle dit, à la guerre, j'ai tout oublié. Toute mon existence antérieure, j'ai oublié l'amour. J'ai tout oublié. Une autre dit, à la guerre, je m'efforçais de ne penser ni à l'amour, ni à l'enfance, ni à la mort. Je vous ai dit, j'observais un certain nombre de tabous pour être capable de survivre. Je m'interdisais en particulier tout ce qui était doux et tendre. Je m'interdisais même d'y penser, d'en évoquer le souvenir. Les hommes aussi étaient différents. Il n'y a pas que les femmes, bien sûr. Une femme dit, sans femme, les hommes sont différents. Sans femme, et devant la mort, ils sont différents. Une autre, Maria Bojok, confie, et je me disais que je serais capable d'entendre... pardon, c'est le contraire. Et je me disais que je serais incapable d'entendre le moindre mot d'amour au milieu de cet enfer, que je ne pourrais y croire. Et pourtant, une autre, Lyubov Grozd, brancardière, se souvient de son premier baiser d'amour. Mais enfin, c'est terrible. Je cite, « Il était étendu sur une toile de tente, il venait juste d'être tué, je me suis approché de lui, je l'ai embrassé. Jamais avant cela, je n'avais embrassé un homme que j'aimais. » C'était le premier. Donc les amours extrêmement tragiques, évidemment. Tragiques, mais résistants. L'amour résiste. Bien qu'il soit proscrit des comportements et des discours comme des horizons d'attente, même quelquefois, il s'intensifie dans la situation, c'est-à-dire dans la proximité de la peur. Avec la guerre, dit l'une, les sons, les mots se trouvaient changés. On disait « maman » et c'était un tout autre mot qui vous sortait de la bouche. On disait « je t'aime » et le sens n'était pas du tout le même. Quelque chose d'autre venait s'y ajouter. Il s'y ajoutait plus d'amour et plus de peur. Olga Vassilievna parle de son désir d'aimer qui persiste au milieu de tout ce malheur. Durant cette guerre, chaque jour, je pensais « Combien d'hommes aujourd'hui mettons en terre? Combien en fait-on disparaître? Des hommes si jeunes, si beaux, si forts. J'avais peur de mourir sans avoir eu le temps de donner naissance à un bébé, de laisser une trace sur terre. J'avais envie d'aimer. J'avais envie d'aimer. » Le lecteur commence alors à prendre la mesure de ce vécu des jeunes filles. Il faut bien penser que dans la plupart des cas, c'est adolescente qu'elle partait à la guerre et c'est à la guerre qu'elle devenait femme, comme on dit. Il y en a une qui dit « Nous sortions de l'enfance. J'ai même grandi sous l'uniforme. Maman m'a mesuré quand je suis rentré à la maison. Pendant la guerre, j'avais près de 10 cm. » Une autre dit « Les soldats riaient de notre manière de tenir les fusils. On ne les tenait pas comme on tient une arme, mais plutôt comme ça, on le tenait comme des poupées. » Une autre dit, et ça c'est l'infirmière Maria Bojok, et c'est terrible, le plus insupportable pour moi, c'était les amputations. Souvent on amputait si haut que lorsque la jambe était coupée, j'étais à peine capable de la soulever pour la déposer dans le bac. Je me souviens combien c'était lourd. Je prenais la jambe discrètement pour que le bébé n'entende rien. Je l'emportais dans mes bras
comme un bébé, surtout si c'était une amputation haute. Je n'arrivais pas à m'habituer et dans mes rêves, je trimballais des jambes. Tout cela coexistait avec la survivance de gestes réminiscents d'une autre vie. Broder un mouchoir, très important. Cacher des boucles d'oreilles, c'était interdit d'avoir des boucles d'oreilles, mais on en avait quand même. Chanter une vieille chanson, c'était également interdit, sauf sur l'ordre d'un supérieur. Il y en a une qui dit « J'avais besoin de beauté, de quelque chose d'un bleu profond ou de bleu ciel. » Et donc, dans les marges de l'action, s'affirmait une sorte de territoire psychique de ces femmes dont Alexievitch a décidé d'écouter, d'entreprendre une espèce d'anamnèse. Alexievitch dit « Elles me racontent leurs subterfuges naïfs de jeunes filles, leurs petits secrets, leur langage de signes. Comment, même dans le quotidien masculin de la guerre, dans le métier masculin de la guerre, elles s'efforçaient de rester elles-mêmes et de préserver leur territoire intérieur. » Ce territoire est donc psychique, mais il est tout aussi organique. Donc il y a pas mal de passages qui ont été censurés dans l'édition de 85 et qui concernent les règles, les menstrues. Nous sommes partis en mission. Là, j'ai eu pour la première fois de ma vie, vous savez, ce qui arrive à toutes les femmes. J'ai vu du sang sur moi, j'ai hurlé, je suis blessé. Une autre dit « On avait parcouru 40 km à pied. Tout le bataillon, composé en grande majorité de filles, on crevait de chaud. Il faisait bien 30 degrés. Beaucoup de filles avaient, comment dire, ce qu'ont toutes les femmes. Ça leur dégoulinait le long des jambes. On ne nous fournissait rien, tu comprends, aucun moyen pour y remédier. Nous sommes arrivés à un point d'eau, nous avons vu une rivière, et ces filles dont je parle, elles se sont toutes précipitées dans la rivière. Le problème, c'est que les Boches de l'autre côté ont ouvert le feu aussitôt, ils visaient bien. Nous avions absolument besoin de nous laver, car nous avions trop honte devant les hommes. Nous ne voulions pas sortir de l'eau. Une fille a été tuée. Une autre raconte, après une longue marche, on cherchait de l'herbe tendre. On l'arrachait et tu comprends, on s'essuyait les cuisses avec, on se nettoyait avec l'herbe. Nous, les filles, nous avions nos particularités, n'est-ce pas? Du coup, on avait les cuisses toutes vertes. Comment aimer dans ces circonstances? Comment aimer quand meurt tous les jours, tout le temps, l'être aimé, l'être aimant, l'être aimable? Comment désirer depuis la mort? Alors, il y a plein d'exemples dans ce livre de demandes en mariage, d'agonie de blessés, de joues qui rougissent de désir, alors même qu'elles sont noires d'engelure. Il y a des fins de combat qui ressemblent tout à coup au film lyrique de Dovzhenko. Le combat est terminé, nous sommes étendus dans l'herbe fauchée, on a du mal à croire au silence. Il passe ses mains sur l'herbe est si douce et il me regarde avec de tels yeux. Le quotidien, c'est voir mourir autrui. Il y en a une qui voit mourir son propre mari. Il y en a d'autres qui expriment leur émotion de pitié à l'égard des ennemis eux-mêmes. Alexievitch écrit « Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces femmes avaient pitié des Allemands. À l'école, on nous apprenait à ne pas avoir pitié des ennemis. Mais la guerre pour ces femmes n'est pas enserrée dans les lois écrites par les hommes, surtout que beaucoup étaient infirmières. Les femmes me parlaient tout autant des arbres abîmés et des oiseaux tués lors d'une fusillade que des victimes humaines. Dans la littérature de guerre, la femme existe pour décorer les exploits du soldat. Mais en voyageant à travers le pays, en écoutant ces vieilles femmes, j'ai découvert absolument autre chose. Par exemple, il y en a une qui dit « On passe en camion, les morts jonchent le sol, ils ont la tête rasée, leurs crânes sont verts comme des pommes de terre exposées au soleil, éparpillés comme des pommes de terre, ils gisent dans les labours, fauchés en pleine course, ils gisent les yeux ouverts, je me rappelle encore de ses yeux, l'un, je me souviens, il était très beau garçon, c'est dommage, hein, même si c'était un fasciste, peu importe, il était très joli. Ce sentiment ne m'a pas quitté pendant longtemps, car vous savez, on n'a pas envie de tuer. Je ne peux pas nommer pitié le sentiment que j'ai éprouvé.
car avoir pitié, c'est forcément compatir, mais en fait, je ne leur voulais pas de mal, je n'avais pas de haine. Il y a même un épisode extraordinaire où des infirmières vont soigner des soldats soviétiques, alors, notamment à Stalingrad. Ils les soignent. Tout à coup, elle s'aperçoit que c'est un soldat allemand. Alors, elle les soigne quand même. Voilà. Il y en a une qui dit, tu sais, ma précieuse, c'est une façon de parler russe, ma précieuse, on ne peut pas avoir un cœur pour la haine et un autre pour l'amour. L'homme n'a qu'un seul cœur. J'ai toujours pensé à préserver le mien. Une autre forme d'affect que j'appellerais malgré tout, c'est le sentiment que la nature, pourtant dévastée, résiste à la folie du temps humain. Il y a des scènes absolument incroyables. Une fille est étendue par terre. C'est notre agent de transmission. Elle est en train de mourir. Je vois ça pour la première fois. Des grues passent dans le ciel juste à ce moment-là. Elle caquette. Tout le monde lève la tête. Et elle ouvre les yeux. Elle regarde. Quel dommage. Puis elle se tait et nous sourit. C'est pas possible. Je vais vraiment mourir. Et elle meurt. Certaines se remémorent des buissons de lilas dans la maison familiale, tout en creusant des fossés anti-chars. Certaines implorent le destin à travers la nature. Une qui dit « Je me souviens, on est couché au milieu des blés. Par une journée de grand soleil, les mitraillettes allemandes crépitent, puis le silence retombe. À nouveau les mitraillettes. Je me dis « Est-ce que tu vas entendre une fois encore le bruissement des épis ?» Certaines veulent prendre leur tour de garde la nuit pour mieux écouter le son des animaux dans l'obscurité. Ça les rassure. J'étais prête à rester debout toute la nuit jusqu'à l'aube pour écouter les oiseaux chanter. Il y en a une autre qui a tellement peur des tirs ennemis qu'elle prend un arbre, un bouleau, et elle l'embrasse. Elle embrasse un arbre, etc. Le travail des traces est très complexe. La guerre laisse des traces, mais le travail des traces est complexe. Les témoignages recueillis dans ce livre nous parlent des femmes dans la guerre, mais ils nous parlent aussi de la guerre dans les femmes. Et cette guerre est un terreau d'archéologie intérieure. Et Alexievitch, c'est ça qui est admirable chez elle, elle cherche à créer un mouvement d'anamnèse, de retour, comme ça, pour faire lever des temporalités, mais il y en a au moins 3 temporalités qui s'enchevêtrent dans chaque souvenir. Il y a un temps remémoré, c'est-à-dire l'action qui s'est passée, elle raconte des actions, un passé d'action. Il y a le temps qui sépare cette action de la rémémoration elle-même, c'est-à-dire il y a les 40 ans de l'intervalle qu'on pourrait dire une dormance, quelque chose qui dort, qui attend. Et enfin, il y a le temps présent de cette remémoration. Cette remémoration qui demande une obstination, mais dingue. On retrouve ça dans le film de Lanzmann, l'obstination à ce que les gens sortent d'eux-mêmes hein, les souvenirs, et la difficulté pour la femme témoin de trouver en fait un langage. C'est-à-dire que le grand travail de Alexievitch, avant d'être un grand écrivain, puisqu'elle a eu le prix Nobel, vous savez, mais c'est de rendre la parole des autres possible. C'est ça qui est très très beau. Elle n'a pas écrit pour elle-même, elle a fait surgir la parole de l'autre. Ce qu'on pourrait appeler une parole pleine. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé, c'est la guerre. Et puis ce qui s'est passé, qui a été extrêmement important pour ces femmes, c'est la fin de la guerre. Quand la guerre est finie, la cessation des combats, la victoire, a laissé entrevoir à ces femmes comment est-ce que la survie, c'est hasardeux d'avoir survécu à tout ça.
comment revenir à une vie normale et comment faire avec la survivance de ces expériences. Je suis vivante et je peux espérer le rester un certain temps. Oui, d'accord. Mais comment je vais redevenir une femme? Et on voit cette question très très souvent dans le livre. Je cite par exemple une. 3 ans ont passé à la guerre et durant 3 ans, je n'ai plus été une femme. Mon organisme était comme en sommeil. Je n'avais plus de règles, plus de désir sexuel. J'étais une jolie femme, hein, pourtant. Quand mon futur mari m'a fait sa demande, c'était à Berlin, devant le Reichstag. Il m'a dit, la guerre est finie, nous sommes vivants, épouse-moi. J'aurais voulu pleurer, crier, le frapper. Comment ça l'épouser? L'épouser, là, tout de suite? Tu m'as bien regardé? Tu as bien regardé à quoi je ressemble? Fais d'abord de moi une femme. Offre-moi des fleurs. Fais-moi la cour. Dis-moi des belles paroles. J'en ai tellement envie. J'ai failli lui flanquer une gifle. Je voulais le frapper, vraiment. Mais il avait une joue brûlée, toute cramoisie, et j'ai vu qu'il avait compris, et des larmes coulaient sur sa joue, sur ses cicatrices encore fraîches. Alors je me suis entendu répondre sans même y croire moi-même, « D'accord, je vais t'épouser. » La victoire, donc. Et après la victoire, ça n'aide pas du tout d'être une femme. Ksenia Sergeyevna Osadcheva témoigne. Tout a été reconstruit chez nous. Tout disparaît sous les fleurs. Moi, je reste taraudé par la douleur. Je n'ai toujours pas un visage de femme. Souvent, je pleure, je passe mes journées à gémir, à ressasser mes souvenirs. Au cours de la guerre, j'ai tellement changé que lorsque je suis rentré à la maison, maman ne m'a même pas reconnu. J'ignore quand ma guerre à moi sera finie. Je ne ris jamais. À ce jour, je n'ai même pas réappris à sourire. Bref, c'est comme si la victoire de ces femmes leur avait été soustraite. Valentina Pavlovna Tchoudaïeva dit « Nous ne disions à personne que nous avions été au front. Nous nous dissimulions, nous les femmes. Nous ne portions pas nos décorations. Les hommes portaient leurs décorations. Ben, les femmes, non. Les hommes étaient des vainqueurs, des héros, des fiancés possibles. C'était leur guerre à eux. Mais nous, on nous regardait avec de tout autres yeux. Je vais vous dire, on nous avait confisqué la victoire. On nous l'avait échangée discrètement contre un bonheur féminin ordinaire. » Retour à l'ordre. Sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan amoureux. Par exemple, il y en a une qui dit « La guerre s'est terminée, l'amour s'en est allé, comme une chanson, il est parti retrouver sa femme légitime. » Voilà. Une autre voit revenir son mari. Il est revenu du front, vivant, je l'embrasse, je le touche, je le caresse, je le serre dans mes bras, et lui, il est comme s'il était changé en carton. Je le sens, il est comme à moitié mort, complètement glacé. Elle ne comprend pas, mais elle va bientôt comprendre, parce qu'il avait en fait, pour un comportement considéré comme fautif, il était convoqué par le NKVD le lendemain, et il fera donc, juste après la victoire, 7 ans de goulag. Retour à l'ordre, retour à la terreur. Après la victoire, tout le monde s'est tu, tout le monde a recommencé à se taire, à trembler, comme avant la guerre. Vous savez quelle idée nous avions pendant la guerre? Nous rêvions, les gars, pourvu qu'on vive jusque-là, comme les gens seront heureux après la guerre, comme la vie qu'ils connaîtront sera heureuse et belle. Les hommes, après avoir tant souffert, auront pitié les uns des autres, ils s'aimeront, l'humanité sera transformée. Et voilà, rien n'a changé, rien. On continue à se haïr et à s'entretuer. Pour moi, ma très précieuse, c'est la chose la plus incompréhensible. Il n'empêche, Alexievitch réussit à faire lever une parole sensible, je veux dire une parole qui n'est pas capturée par l'ordre contraignant du discours, chez toutes ces femmes, et puis elle donne à tout ça une forme littéraire, parce que ça ne suffit pas d'enregistrer, bien sûr.
Comment parvenir à une telle libération de la parole quand celle-ci se trouvait gelée depuis si longtemps dans les silences et dans les stéréotypes? Comment raviver les traces d'émotions qui avaient été si vives, mais qui entre-temps avaient été en fait mortifiées, enterrées? Il y en a une qui dit « Lorsque je suis rentré de la guerre, je parlais, personne ne m'écoutait, personne ne me comprenait, alors je me suis tue. » Il y en a une autre qui dit « En 3 ans de guerre, j'ai oublié toutes les règles de la grammaire. » Elle veut dire par là qu'elle ne sait plus parler. Qu'est-ce que c'est qu'une langue capable de témoigner depuis cet intérieur? Une femme dit « Je peux raconter comment je me battais, mais raconter comment je pleurais, ça non, je ne peux pas. Cela restera non dit. » Cette femme s'appelle Anastasia Ivanovna Mevdevkina. Donc elle dit ça, cela restera non dit. À ce moment-là, elle se tourne vers Svetlana Alexievitch et elle lui dit « Ah ben vous êtes écrivain, inventez quelque chose. » Sous-entendu, inventez la forme de ce que j'arrive pas à vous dire complètement. Et bien c'est ça la littérature. La littérature, elle assume la tâche que Lacan assigné à ce qu'il appelait la parole pleine en psychanalyse. Une parole, même innervée de symptômes, c'est une parole qui a fonction de ce que disait Lacan dans un très beau texte sur la parole en psychanalyse. Ce qui nous présente la naissance de la vérité dans la parole, ou la naissance d'une vérité dans la parole. C'est justement ce qui, par-delà toute l'imperméabilité entre l'imaginaire et le réel, c'est ce qui constitue le mode d'existence du témoignage. Pierre Fédida, le psychanalyste, après Lacan, a parlé de cette puissance mémoriale du langage qui se situe constamment entre un passé anachronique et un présent réminiscent. Et c'est à ce moment-là que si on trouve la forme, ce que, à mon avis, bien sûr, Alexievitch a fait, le langage retrouve sa vertu à témoigner, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois, il y a très très longtemps, la vertu épique, l'épos, épique, le poème, Homère, l'Iliade. Il est évident que le genre littéraire pratiqué par Svetlana Alexievitch doit être pensé en relation avec le genre épique. Qu'est-ce que c'est le genre épique dans notre modernité? C'est Brecht et c'est Joyce. C'est Ulysse et c'est Brecht réfléchissant sur l'épique. Et puis plus récemment, peut-être, on peut dire, c'est la poésie dite objectiviste américaine, magnifique, notamment ce livre extraordinaire qui est considéré par son auteur comme un récitatif. C'est ce livre qui s'intitule « Témoignage » de Charles Reznikov et qui est basé uniquement sur des documents juridiques. C'est-à-dire, il cite des documents juridiques et on a, pour finir, un poème épique absolument bouleversant qui n'a aucun... Il y a pas de... Enfin, comme on dit vulgairement, il n'y a pas de pathos. Il y a juste ce qu'il faut. On a coutume de voir dans les exemples que je viens de vous donner, notamment Brecht ou Reznikov, des entreprises de mise à distance des émotions au profit d'un point de vue qui serait plus objectif, comme chez Brecht, ou plus formel, comme chez Joyce. Maintenant, c'est une erreur complète, mais bon, c'est une autre conférence ou une autre discussion, c'est une erreur complète de penser que la distanciation est extrêmement importante chez Brecht. C'est très important de mettre à distance. Mais la distance elle-même fait partie de l'émotion. Brecht n'a jamais exclu l'émotion ni de son discours, ni de sa pratique théâtrale. Il s'agissait en fait de restituer à l'émotion, telle qu'elle surgit, son étrangeté, de façon à lui donner forme, de trouver la forme juste. Voilà, je m'arrête là. Merci.